décidé de faire appel à Sylvain Grisot, parce qu'il a publié récemment le manifeste pour un urbanisme circulaire, parce que son propos et son manifeste apportent vraiment un cadre très intéressant et à l'ensemble des conférences projets urbains de cette année-ci, et en même temps à la formation continue, qui est le certificat en recyclage du foncier dégradé. Parce qu'on dit que ça apporte un cadre, parce qu'effectivement, il apporte toute une série de réflexions totalement d'actualité sur la mobilisation, la remobilisation du territoire, justement dans le cadre de la lutte contre l'étalement urbain, mais il apporte aussi une vision sur l'intensification des usages du territoire. Pour ceux qui avaient eu l'occasion de suivre l'année passée la conférence de Kobe notamment, et le projet de Esch sur Alzette, où il avait été présenté toute une volonté d'intensifier les usages au même endroit pour justement limiter le gaspillage du territoire, mais aussi enrichir l'espace. On est véritablement dans cette droite ligne. Et l'avantage du manifeste que Sylvain Grisot va nous présenter dans quelques instants, c'est que son manifeste récapitule, regroupe l'ensemble de thématiques qui, pour beaucoup d'entre nous, nous semblent aller de soi. Mais l'avantage, c'est qu'ici, elles sont enfin toutes regroupées en un seul ouvrage, et un ouvrage qui se veut aller au-delà de quelques projets exemplaires, comme on le montre depuis bientôt 12 ans, mais qui justement veut faire bouger les choses, faire bouger les pratiques pour arriver vers un urbanisme de plus en plus durable. Deux mots sur les conférences projets urbains. Donc, ce cycle de 5 conférences sera en mode webinaire. Je pense que tout le monde a reçu la communication. La première conférence, c'est effectivement celle de Sylvain Grisot. Les suivantes s'inspirent vraiment de cette ligne-là, puisqu'on aura le projet Baigard-de-Haut qui va parler de la reconversion de l'usine Malmar à Gand, avec la particularité que cette usine a été reconvertie pour du logement. Mais grande particularité pour les architectes, c'est qu'ils ont dû gérer, lors de la conception, plus d'une 60aine de futurs habitants. Donc, les architectes qui sont habitués à gérer un client savent parfois la difficulté que c'est. Ici, pour ces logements d'habitat groupé qu'ils ont dû proposer, ils avaient directement la 60aine de futurs occupants avec qui ils ont dû mener de nombreuses réunions pour pouvoir prendre en considération leurs desiderata, leurs besoins et ainsi de suite. Mais ce qui montrait effectivement l'intérêt de ce genre de projet-là, ce n'est plus impossible, c'est tout à fait de l'ordre du possible, mais l'intérêt, c'est de voir les processus qu'ils auront mis en œuvre pour gérer une telle reconversion. La troisième conférence qui aura lieu le 18 novembre, ce sera le master plan Horizon 2040 du port de Bruxelles, où Benoît Moritz et Michael Doms viendront présenter la réflexion qu'ils ont menée pour le port de Bruxelles, pour les projeter et à court terme, 2025 et 2040, vers des nouvelles stratégies à prendre en considération, sachant que c'est un port. Et donc, un port urbain ne se décline pas comme un port hors de tout milieu construit, puisqu'il faut tenir compte de la ville, il faut travailler sur les interfaces ville, quai et port, travailler sur les interfaces de logistique, en sachant qu'il y a aussi du gros tonnage qui passe par le port de Bruxelles, mais en plein milieu urbain, on est quand même dans une grande capitale. Donc, ce sera intéressant de voir comment ils ont prévu les choses, et surtout, en écho avec ce que Sylvain Grisot va nous expliquer ici, c'est qu'ils ont travaillé sur l'intensification des usages, sur de nouveaux modes d'utilisation du bâtiment, sur de nouveaux archétypes de bâtiments qui peuvent fonctionner et à la fois avec l'urbain et à la fois avec une zone portuaire. Par la suite, pour la 4e conférence, nous aurons le projet de ville de la Louvière qui sera présenté par le studio Bruxelles, donc Paul Avigano et Achille Pelletier, où là, justement, à l'échelle d'un territoire d'une commune, ces architectes urbanistes viendront nous montrer comment est-ce qu'ils ont décidé de relire le substrat historique qu'il y avait dans cette commune-là, de relire les friches industrielles qui sont nombreuses, de repenser les notions de centralité, mais à l'échelle d'une commune. Autre particularité, c'est que la commune de la Louvière, avant de se lancer dans un schéma de développement communal, a décidé d'abord de travailler sur une notion de projet de ville et que le schéma de développement communal sera l'outil d'aménagement du territoire pour faire advenir ce projet de ville. C'est quelque chose d'assez intéressant. D'autres communes se lancent dans ce genre d'approche et cette vision, à la fois de travailler sur un projet urbain commun
de relecture du territoire, relecture du paysage, relecture des traces historiques, de la vision des friches, nous semblait très pertinent dans ces conférences-ci. Et in fine, donc le 9 décembre, nous aurons une dernière conférence qui est le projet SOL. Alors le projet SOL, c'est surtout une étude qui a été initiée et pilotée et financée par Innoviris à propos de la ferme du Champ des Cailles qui se trouvait à Watermal-Boisfort. Donc cette ferme-là faisait de l'agriculture urbaine, mais elle était reprise dans un périmètre où un projet de 250 logements était prévu. Donc, toute la logique était de voir, justement, la logique de cette étude, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur un territoire en tension, où effectivement, il y a des besoins d'urbanisation pour répondre à la croissance démographique, mais aussi des besoins de nourrir la population qui vient vivre à ces endroits-là. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce retour d'informations suite à l'étude pour voir comment est-ce qu'on arrive à mitiger, à juguler, à gérer deux visions qui peuvent sembler antagonistes alors qu'elles sont complémentaires. Donc, ce sera pour clôturer le cycle de ces 5 premières conférences projets urbains que l'on aura ici et qui sont vraiment des sujets d'actualité, je pense, qui sont bien compris au sein de l'agglomération de Liège, mais au sein de nombreuses autres communes qui sont en train de nous suivre pour le moment. Donc, pour revenir à la conférence du jour, ah oui, et juste, juste avant de finir à vous, Monsieur Criso, je voulais juste préciser, c'est que concernant le certificat en recyclage du foncier dégradé, suite à la situation sanitaire et aux nombreuses demandes qui nous ont été faites, le certificat a été reporté à janvier. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées pour s'inscrire à ce certificat-là. Ils peuvent directement aller sur le site de la Faculté de sciences appliquées ou taper dans Google certificat en recyclage du foncier dégradé, tomberont directement sur le site et auront les informations nécessaires ou bien se tournent vers moi pour avoir plus d'informations nécessaires concernant les inscriptions à ce certificat-là. Concernant Sylvain Grisot, qui va nous faire l'honneur de présenter son manifeste, il ne Sylvain Grisot présente l'avantage, comme nombreuses personnes, d'avoir à la fois un pied dans la recherche, dans le monde universitaire, puisqu'il travaille à l'université de Nantes, il travaille aussi à l'école de design de Nantes Atlantique et au CNFPT à Nantes aussi, et en même temps le fondateur et un des responsables de Dixit.net, qui est un bureau de consultance, notamment chargé de réflexion sur l'avenir du territoire et notamment les questions qui se posent d'actualité sur la gestion du territoire de manière parcimonieuse et durable. Donc ici, il va pouvoir justement nous parler de ces deux points de vue-là, à la fois la recherche, à la fois l'aspect pratique. Tout ça a été repris dans son manifeste. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole pendant 1 heure pour qu'il puisse nous présenter son manifeste. Alors, vous aurez remarqué pour les personnes qui suivent la conférence qu'à votre droite de l'écran, vous avez toute une série d'icônes, dont 2 petites bulles, 2 phylactères. C'est l'onglet chat. Donc, si vous voulez, vous pouvez activer les onglets chat et nous faire part de vos questions ou remarques en cours de route. On les lira en même temps et si c'est possible, par la suite, on essaiera de donner la parole à différentes personnes. Il suffira d'agiter votre main. Donc, vous allez en dessous de l'écran que vous voyez, vous avez une main qui apparaît. Vous la cliquerez et nous, on essaiera de venir vous chercher par la suite. C'est la première fois qu'on fait ça avec les Science en aussi grand nombre de personnes. Donc, soyez peut-être indulgents s'il y a quelques points qui arrivaient. Mais voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Sylvain Grisot. Merci. Merci beaucoup. J'espère que le son est bon, qu'il est correct. Hein. Vous m'entendez bien là? C'est correct, oui. Ok, parfait. Écoutez, moi je suis vraiment ravi. Alors j'aurais préféré être là. J'avoue que la Belgique est pour moi une vraie terre d'inspiration. On en reparlera. Voilà, j'apprends beaucoup aussi d'un effet miroir et la démarche qui est initiée aujourd'hui. Donc en janvier, je comprends, d'avoir une formation dédiée sur ces questions de recyclage foncier. Une fois de plus, un point d'avancée. Donc on est en train d'y réfléchir à peine ici. Ça me semble absolument essentiel, mais je vais y revenir. Je vais lancer directement la présentation. Alors vous allez voir, les choses sont simples, mais ça va me permettre, si tout marche bien, voilà, peut-être d'être un peu plus, d'être un petit peu plus clair. Alors, je vais commencer par me présenter. Ça a été fait très largement. Disons que moi, j'ai avant tout, ou en tout cas, je viens de là, une pratique du projet urbain, et avec depuis plus d'une dizaine d'années maintenant,
une spécialité qui est de travailler sur du recyclage de sites urbains. Alors pas forcément des friches, hein, mais des futures friches, en tout cas des sites urbains qui perdent leur usage, des futurs sites délaissés, beaucoup de sites industriels certes, mais aussi beaucoup de sites de santé. On a de grandes transformations de ce type-là. Donc je travaille sur la ville existante, comme on dit en France, je construis la ville sur la ville, et puis souvent très au début des projets. Donc en associant à la fois une démarche projet urbain, mais aussi une démarche de programmation, des enjeux économiques, des enjeux techniques, etc., etc. De ça, j'ai pas mal travaillé évidemment sur des questions de recherche. Enfin évidemment, en tout cas, j'ai eu ce besoin-là de prendre du recul, ce qui a donné lieu donc à l'édition de ce petit bouquin que je vous montrerai tout à l'heure, hein, qui est le manifeste pour un urbanisme circulaire. Alors c'est pas du tout un point final à une réflexion, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas non plus une affirmation définitive, c'est plus une parole donnée à des gens qui font. Hein, donc pas à moi, mais à d'autres, à ceux que j'ai appelés les pionniers, et quelques clés de lecture sur la façon dont on fait la ville, que je vais essayer de vous partager ici. Alors tout ça évolue, hein, tout ça peut prêter à débat, et c'est vraiment l'objet. Et c'est vrai que l'effet miroir, pour le coup, m'intéresse. Vous m'excuserez de beaucoup de références françaises, hein, mais justement, c'est peut-être l'occasion de vérifier ensemble ce qui tient et ce qui ne tient pas. Alors, oui, alors donc j'ai été bref là-dessus, hein, mais donc un travail de recherche, pardon, un travail plus stratégique d'accompagnement des organisations. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus, des organisations, des aménageurs, des collectivités locales qui veulent cesser finalement de s'étaler et qui veulent travailler la ville sur la ville. Donc on les accompagne là-dessus, et un travail de dissémination. Donc c'est à la fois ce soir, hein, cette conférence, mais aussi une newsletter sur lequel on diffuse, alors non pas la bonne parole, hein, mais la parole des autres une fois de plus. On montre que certains font, que beaucoup font, et donc que c'est possible d'agir. C'est finalement le seul but. Alors voilà, moi je veux commencer par quelques constats. Alors vous allez voir, on va vite les partager, ils sont assez simples, hein. Vous le savez, on a une population qui croît. Voilà, en 2050, on sera sans doute 10 milliards dans le monde. Alors il se trouve que non seulement la population croît, mais la part urbaine de cette population, elle est d'autant plus importante. Alors contrairement à ce qu'on pense, cette croissance de population, elle n'aura pas lieu que dans les pays dits en développement, mais elle aura aussi lieu en Europe, hein. On attend en France, par exemple, 15% d'augmentation de la population urbaine d'ici 2050. C'est pas aussi massif que dans d'autres pays, mais ça existe quand même. Alors, qui dit croissance de la population urbaine dit croissance de la ville. Il y a une logique évidente, hein. Donc, c'est ce qu'on connaît, c'est ce que vous voyez sur cette image. C'est cet aménagement progressif de la campagne, c'est cette forme de grignotage, hein, de la campagne par sa ville, une ville qui grandit progressivement. Alors ça, c'est une image un petit peu moins bucolique, hein, qui représente aussi ce phénomène-là. Donc voilà, c'est autre chose, c'est un autre point de vue, mais on va pas s'apesantir sur cette question-là. On n'est pas sur le jugement de valeur. C'est vrai que j'aime bien revenir au constat. Alors, en France, et j'ai eu l'occasion récemment de réentendre un discours ministériel sur cette question de la croissance de la ville, de la consommation de sol. Ça fait des années qu'on utilise une unité de consommation de sol, c'est le département. Vous savez, c'est une unité administrative, hein, en France. Et tous les discours, hein, il y a des milliers d'occurrences sur Google, commencent par « en France, on consomme l'équivalent d'un département tous les ». Voilà. Et là, il y a une variation sur le même thème. Donc, on a transformé le département en forme d'unité de sol, hein. Donc, c'est pas de l'hectare, c'est du département, dont acte. Voilà, c'est peut-être une nouvelle unité de surface. Et en général, on dit on consomme l'équivalent d'un département tous les 7 ans ou d'un département tous les 10 ans. Et la dernière itération par la ministre de l'écologie était un département tous les 8 ans. Donc, c'est voilà, un nouvel élément. Avec une précision, c'est un département de l'équivalent de la surface de la Drôme. Donc voilà, il y a des innovations là-dessus. Alors en fait, j'ai une très bonne nouvelle, hein. C'est contrairement à ce qu'on croit, on ne consomme pas l'équivalent d'un département tous les 10 ans en France, mais tous les 20 ans. En fait, le rythme d'artificialisation, ce rythme de consommation de sol est beaucoup moins important qu'on ne le dit, hein. En fait, ça fait simplement des années et des années qu'on part de quelque chose sans être capable de le mesurer. Donc sachez qu'on a des données précises
que depuis 1 an en France sur la consommation de sol. On se baladait avec 2 sources de données qui étaient toutes 2 complètement imparfaites, hein. Donc, on avait un problème, mais on était incapable de le mesurer. Alors, quand on ne sait pas mesurer un problème, évidemment, on a du mal à agir. Donc maintenant, on a ces données, hein, elles sont précises, c'est des données fiscales, c'est les données des impôts. Et s'il y a bien une administration qui fonctionne bien en France, c'est l'administration des impôts. Alors, ça peut être rassurant, en fait, non. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Notre-Dame-des-Landes. C'est un projet d'aéroport à côté de Nantes, hein. Moi, j'habite à Nantes, donc j'en ai beaucoup entendu parler. J'en ai beaucoup entendu aussi parler dans la rue, hein, puisqu'il y a eu des manifestations extrêmement violentes pour certaines. Donc, énormément de débats sur un projet qui, pendant 30 ans, a défrayé la chronique avant d'être abandonné. Donc, c'est le caractère visionnaire, hein, de la politique française, c'est-à-dire on a anticipé la chute, hein, de l'usage des avions liés au coronavirus en abandonnant la création de cette infrastructure. Mais revenons à nos moutons. Si vous voulez, on a eu 30 ans de débats sur cet aéroport-là, extrêmement violent, et en même temps, tous les ans, on consomme l'équivalent d'une vingtaine de cet aéroport. Et pour ça, il n'y a pas de débat. Il y a eu des débats extrêmement virulents sur un projet immobilier, un projet de centre commercial du groupe Auchan qui s'appelle Europa City. Il y a eu des tribunes dans Libération, Grand Quotidien National, etc., des manifestations. On consomme l'équivalent de 375 de ces opérations-là tous les ans, hein. Et pourtant, on n'a pas de tribune dans Libération sur la consommation de sol. C'est 5 terrains de foot toutes les heures en France. Donc, on est sur des consommations absolument massives et qui, pour autant, ne prêtent pas à débat. On en parle un peu, c'est un peu un thème rémanent des discours politiques, mais il y a fort peu d'action. Alors, rentrons sur cette logique, hein, je vous l'ai dit, moi j'aime bien quantifier les choses, cette logique de croissance de la ville. On a une croissance de la population qui donne une croissance de la ville. Jusque-là, tout est normal. Quand on regarde la carte de concentration de la consommation d'Enaf, alors il y a un pâté breton, hein, qui s'appelle le pâté Enaf, mais ça n'a rien à voir, là c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc ce qu'on mesure, c'est un changement d'usage qui est plus un changement réglementaire, on appelle ça artificialisation, mais de fait, quand on a un champ de betterave arrosé aux néonicotinoïdes, par exemple, ça peut arriver, hein, c'est évidemment un sol qui est beaucoup plus artificialisé qu'un jardin familial en plein centre-ville. Pour autant, hein, le passage d'un statut agricole à un statut urbain correspond au terme d'artificialisation. C'est les aléas des définitions académiques. Mais en tout cas, c'est bien ce qu'on voit là. C'est l'avancée de la ville et l'intensité d'avancée de la ville. Et on retrouve toutes les grandes métropoles françaises et la dynamique littorale, hein, qui est importante. On voit la vallée de la Seine s'esquisser, l'Île-de-France, bref, tout va bien. Il y a une logique à cette localisation. Alors, quand on rentre dans le détail, c'est un peu plus compliqué. En fait, on s'aperçoit, quand on regarde les courbes, qu'on a eu un décrochage, c'est-à-dire que la surface de la ville croît 3 fois plus vite que le nombre d'habitants accueillis. Il y a eu un décrochage au niveau national et finalement, on n'a plus cette proportionnalité entre la croissance de la population et celle de la ville. Zoomons à une autre échelle administrative, hein, que le département, qui est la région. Prenant 2 régions qui ont des surfaces tout à fait équivalentes, les Pays de la Loire d'un côté, où j'habite, et la Bourgogne. Alors, c'est 2 régions qui produisent du vin, hein, de qualité fort différente. Je dois avouer que en Bourgogne, la qualité du vin est sans doute un cran au-dessus que ce qu'on produit en Pays de la Loire, mais voilà, vous ne le direz pas. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue du développement démographique, on est sur des dynamiques complètement différentes. 150 000 habitants en plus sur la période 2010-2015 en Pays de la Loire, une vraie activité et une dynamisation économique, plus 20 000 emplois. Et en fait, en Bourgogne, on a une stagnation, voire même une chute, hein, puisqu'on est sur une période de crise, hein, 2010-2015, une chute d'emploi. En fait, on s'aperçoit que même à vide, quelque part, sans croissance, en Bourgogne, on consomme un tiers de ce qu'ont consommé les Pays de la Loire. Ça veut dire qu'à l'échelle régionale, en fait, on a aussi ce décrochage-là, et même si on n'a pas de développement de la population, on a quand même une croissance de la surface de la ville. Pire, quand on vient zoomer et on vient regarder le sol qui sert à de l'habitat, à des lotissements, globalement, les surfaces consommées, on s'aperçoit qu'on a plus d'un quart des surfaces consommées pour les besoins d'habitat en France qui le sont dans des communes qui perdent des habitants. Un quart de la surface pour des lotissements dans des communes qui perdent des habitants. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas sur une croissance logique de la ville qui est en relation avec la croissance de la population. En fait, il n'a plus aucune relation
entre d'un côté la croissance de la population et de l'autre côté la surface de la ville. On a une dissociation complète, d'où le terme d'étalement. C'est de l'étalement urbain. Pourquoi? Parce qu'on a une forme d'inefficacité de cette consommation de sol. En fait, on consomme de plus en plus de sol sans amener des services urbains supplémentaires, que ce soit du logement ou de l'activité économique, par exemple. Donc c'est ça l'étalement. Alors on peut le constater dans les chiffres, hein. Si on regarde par exemple où se fait la croissance en France et la consommation de sol, c'est des chiffres relativement plus récents, hein, 2011-2017, toujours les données fiscales. En fait, on s'aperçoit qu'on a 10% de croissance, qu'on a 10% de l'espace consommé qui est dans le milieu rural, alors qu'on n'a que 2% des ménages qui viennent se positionner là. Pareil, dans le périurbain, c'est là où on a le plus de surface consommée. Pour autant, on a 38% des ménages qui s'installent. Et là où on a le plus de ménages dans les territoires urbains, 60%, en fait, on a une consommation d'espace qui est à 36%. C'est-à-dire que plus on s'éloigne des cœurs de ville, plus finalement on a une surconsommation de sol pour le même type de service urbain. Alors, remontons un petit peu l'histoire. Moi, je vais pas vous faire un cours, mais essayer de vous raconter un petit peu ce que j'ai découvert finalement en écrivant ce bouquin, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il a bien fallu rentrer dans le cœur des choses. Et donc je suis remonté, voilà, j'ai un petit peu remonté l'histoire pour remettre bout à bout des choses que j'avais évidemment en tête comme praticien, comme enseignant, mais finalement, il fallait que je comprenne que tout ça fait système. Alors, évidemment, c'est pas la Ford T qui est la cause de tous nos problèmes, hein, on est bien d'accord. Donc la Ford T, vous le savez, c'est la première voiture créée en série. Donc c'est un système qui, au-delà d'être un système de mobilité, je vais y revenir, est un système de production industrielle. C'est la vraie naissance de l'industrie. Mais l'industrialisation, c'est quoi? C'est l'idée de séparer une tâche complexe, la production d'une voiture, en sous-tâches qui sont des éléments complètement dissociables, plus simples, qui vont pouvoir être générés de façon répétitive. C'est les postes de travail et globalement, il y a une personne qui fait une chose, mais il le fait très bien et il fait que ça. Ce qui permet d'avoir une efficacité et remarquez que dans ce système-là, chacun fait une chose, il le fait tout seul, mais donc très bien. Et après, ce qu'on cherche, c'est à simplifier les interfaces entre les différentes étapes du système. Je vais y revenir, hein, c'est bien ça l'industrialisation. Alors la Ford T, elle sort en 1908 à Détroit. La première Ford T, hein, vous le savez, voilà, on est aussi sur des règles de standardisation, hein, c'est aussi une des formes là-dessus. Donc Henry Ford disait tout le monde peut choisir la couleur hein, tant que c'est noir. Alors voilà, très clairement, on est là sur le développement d'un modèle, la production d'un modèle de véhicule, mais en fait, ça fait pas un système. C'est pas la voiture qui crée le système automobile. On a besoin aussi de carburant. Sachez qu'au début du siècle, hein, l'industrie pétrolière américaine était du XXe siècle, hein, entendons-nous bien, l'industrie pétrolière américaine était déjà très largement structurée, florissante. On avait déjà hein, un phénomène de cartel extrêmement important. Pour autant, le principal produit de l'industrie pétrolière était le kérosène. Alors, pas pour faire voler des avions, hein. En 1900, il n'y en avait pas beaucoup des avions, il n'y en avait même pas du tout. Le kérosène servait en fait à l'éclairage. L'éclairage, notamment l'éclairage urbain, mais l'éclairage des ménages. Et en fait, au tout début donc du XXe siècle, on a une transition technologique qui est importante avec l'irruption de l'électricité dans les ménages américains. Et on a une augmentation qui est assez rapide hein, de l'électrification des ménages avec une baisse de consommation du kérosène. On a 8% des foyers qui sont raccordés en 1907, 16% en 1912, 35% en 1920. Donc c'est une irruption extrêmement rapide de quelque chose qui vient grignoter des parts de marché et finalement des débouchés à cette industrie pétrolière. Alors, sachez que à ce moment-là, au tout début du XXe siècle, l'essence était un sous-produit du raffinage et était pour la plupart du temps jeté dans la rivière, c'est-à-dire c'était une forme de déchet. Entre 1908 et 1910, il y a l'invention de nouveaux procédés de raffinage qui permettent d'augmenter la part d'essence. Et donc c'est là où on retrouve ce lien hein, avec la Ford T qui permet de massifier le nombre de véhicules en circulation et de l'autre côté une production d'essence qui est finalement le seul débouché possible pour une industrie pétrolière qui en perd. Et on voit une croissance parallèle hein, du nombre de véhicules, 43 000 véhicules vendus en 1907, plus de 350 000 en 1912 et en 1920, 1,9 million voitures vendues. Donc on est bien là-dessus sur un débouché. Pour autant, la voiture et le carburant ne font pas système. On a besoin de la rue.
Et c'est là où on revient évidemment sur nos enjeux urbains, avec la place donnée à la voiture dans la rue, la place donnée à la voiture dans nos villes. On est en 1900 sur la 5e avenue, la grande parade de Pâques, hein, du jour de Pâques, parade traditionnelle, hein, qui a encore lieu. Alors c'est intéressant parce qu'on se montre, hein, c'est une parade, et donc il y a des photos, il y a des photographes, et donc on a des traces historiques. 1900, on a une voiture et des calèches. 1913, on a des voitures et une calèche. Alors, on pourrait penser qu'on est face à une révolution radicale, qu'on est face à l'irruption du smartphone dans la ville, et que finalement le cheval est balayé en quelques années. Pour autant, New York n'est pas, n'est pas les États-Unis, comme Paris n'est pas la France. Et les choses se sont passées de façon beaucoup plus difficile, beaucoup plus progressive. En fait, les années 10 et surtout les années 20 ont été vraiment des temps de débat extrêmement virulents aux États-Unis sur la place donnée à la voiture dans la ville, avec des milliers de morts, tout simplement. Hein, on a l'irruption d'un véhicule rapide au milieu d'un système qui mêlait bon an mal an à la fois des piétons, mais aussi des calèches, des chevaux, etc. Le tout à petite vitesse, sans régulation, sans organisation de l'espace public. La rue, finalement, est à tout le monde, hein, au sens premier du terme, ce qui permet à chacun de s'organiser. Sauf que dans ce système-là, qui fonctionne plutôt bien, plus ou moins mal en tout cas, la voiture va beaucoup trop vite. Et on a très clairement des milliers de morts dans les villes américaines, avec des demandes et des débats, notamment sur l'interdiction de la voiture dans la ville, ou l'installation de régulateurs de vitesse. Vous voyez, comme de régulateurs de vitesse automatiques, hein, qui auraient limité drastiquement la vitesse des véhicules. Donc les débats reviennent. Alors, il y a eu un travail d'ingénierie sociale à ce moment-là, qui est une alliance à la fois du gouvernement, des constructeurs auto, mais aussi des automobiles clubs, des collectivités, bref, d'un peu tout le monde. Un vrai travail de campagne de sensibilisation autour d'un personnage. C'est Monsieur Jay Walker. Je vous invite à lire cette histoire. C'est absolument passionnant. Alors alors je l'ai traduit par Pecno. Pecno, c'est le rural, hein, qui arrive dans la ville, qui ne sait pas se comporter dans la ville, et Walker, c'est donc celui qui marche, hein. Donc c'est en fait celui qui ne sait pas marcher, qui ne sait pas bien se comporter dans la ville. Et en fait, il y a une forme de retournement de la responsabilité. C'est pas la voiture qui écrase le piéton, c'est Mr. J. Walker qui ne sait pas se comporter dans la ville. Et il y a des campagnes extrêmement virulentes, hein, des parades, des affiches de publicité, des campagnes sur le thème il faut tuer Mr. J. Walker et toute sa famille, donc quelque chose d'extrêmement violent. Et cette campagne de publicité, cette campagne de communication fonctionne. Elle fonctionne très bien. Elle est très bien coordonnée, jusque finalement à une forme d'apogée, c'est-à-dire à un moment où on adapte la ville à la voiture. À un moment où finalement le système automobile gagne. Et j'ai marqué, alors ça c'est un choix personnel, mais ça me semble important. 1925, c'est la première législation qui vient organiser l'espace public autour de la voiture, et notamment qui oblige le piéton à regarder avant de traverser, à traverser quand le feu est vert pour lui, à traverser sur les passages piétons, etc., etc. Finalement, le piéton, il perd à ce moment-là son droit inaliénable à traverser partout et n'importe où. Et évidemment, ça se passe à Los Angeles, l'épicentre de la culture automobile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette campagne avait été tellement bien fournie, tellement bien organisée, que tout reposait sur la honte. Et c'est finalement un vecteur extrêmement important. Peut-être qu'on pourrait utiliser ces vecteurs-là, que ce soit pour les SUV ou les vols de courte distance en avion. C'est que les policiers américains à Los Angeles, quand cette réglementation a été mise en œuvre, n'ont pas eu à verbaliser, en fait. Simplement, ils sifflaient et ils montraient du doigt. Et c'est la honte qui servait simplement d'élément de régulateur. Alors, on a un croisement des courbes, hein, c'est-à-dire qu'on a la courbe des chevaux, le nombre de chevaux en circulation, qui vient croiser celle des voitures, donc le nombre de véhicules en circulation. On voit bien, tout ça se passe dans les années 20-30. Alors, c'est aussi à ce moment-là on invente autre chose, hein. C'est les premières boîtes de nourriture pour chiens qui sont inventées en 1924. Alors, vous allez me dire quel est le rapport. C'est pas des questions de mobilité, c'est simplement là-dedans qu'ont été mis les chevaux qui ne servaient plus à rien. Donc, désolé, mais c'est les premières victimes finalement, après les piétons américains, c'est les chevaux qui sont les premières victimes de l'irruption et du développement de la voiture. Après, ce sera les tramways, hein, avec notamment une entreprise assez dynamique, hein, de conquête des marchés
des formes de délégation de services publics, on dirait en France, des marchés publics de tramways électriques qui sont récupérés progressivement par une alliance automobile autour de General Motors. Alors l'histoire est pas très propre, hein, pour être tout à fait clair. Ça, c'est pas les meilleures années hein, de l'honnêteté du capitalisme américain, mais progressivement, il y a la récupération du service de transport en commun par des services de bus hein, qui laissent la place au tramway électrique, d'abord aux États-Unis, mais ensuite partout dans le monde, avec l'abandon de la plupart des réseaux. Alors il me semble qu'à Bruxelles, il y a un certain nombre de réseaux qui ont été maintenus, mais ce n'est pas le cas de la plupart des territoires. Alors, on a adapté la ville, mais on n'a toujours pas adapté le territoire. Je parlais d'étalement urbain au début. Sachez que je ne me suis pas égaré, hein, mais pour autant, il s'est toujours rien passé de ce rapport-là. En fait, il ne se passe rien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein, vraiment après, pourquoi? Parce que l'invention finalement de ce qui sera cette petite graine, hein, cette idée qu'est le suburb américain, hein, qui va transformer le paysage et les territoires, hein, américains d'abord et mondiaux ensuite. En fait, c'est une invention d'un soldat américain qui se trouve est un des fils Lewitt. Et Lewitt Sons, c'est une entreprise de construction générale, on dirait, aux États-Unis. C'est une entreprise qui construisait des maisons. Et un des fils Lewitt a fait la campagne d'Europe. Il a fait la campagne d'Europe dans le génie américain et il a été particulièrement inspiré par les constructions standardisées de baraquements de l'armée, c'est-à-dire une construction standard, toujours la même chose, avec des formes de préfabrication qui permettent d'aller très vite, hein, de s'installer très rapidement. Et il décide d'importer ces modes constructifs-là et de les adapter à ce que faisait l'entreprise familiale, c'est-à-dire du logement. Alors ça donne les Lewitt Towns, donc les villes Lewitt. Alors d'abord la première, hein, aux frontières en proche périphérie de New York. New York qui a été équipé hein, en réseau routier et notamment autoroutier, à la fois en périphérie mais au cœur de la ville hein, aussi, de façon extrêmement violente dans les années 30. Donc il y a une accessibilité qui est rendue possible. Et donc Lewitt Sons fait l'acquisition, la société fait l'acquisition de champs de patates et de champs d'oignons en périphérie de New York. Alors pourquoi des champs? Parce que en fait, le but c'était bien de construire des maisons standards, c'est-à-dire toujours la même. Et une maison standard, ça a énormément de mal à s'adapter à des terrains non standards, hein, que sont les terrains urbains, qui ont tous des formes différentes, des contraintes de la topographie, des bâtiments existants, des voisins, etc., etc. Et donc là, pour construire du standard, on construit de la maison qui n'est pas accolée sur des terrains extrêmement réguliers, sur du terrain plat, qui est du terrain agricole, qui en plus n'est pas cher. Et c'est là que naît le modèle du suburb. Alors, on va retrouver donc la maison répétitive, hein, la quatre façades, comme on dit en Belgique. On retrouve ce trait urbain hein, particulier, lui-même répétitif, qu'on va retrouver dans tous les films américains, mais pas que. On retrouve la monofonctionnalité, c'est-à-dire c'est du logement et ce n'est que du logement. On retrouve évidemment ce lien à la voiture. Tout ça n'est possible que parce que chacun des ménages peut garer sa voiture devant chez lui et aller retrouver les différents services autrement qu'à pied. Hein. Mais on retrouve aussi des fondamentaux qui sont qu'on oublie souvent et qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est qu'on est sur une initiative privée. Hein. Ce n'est pas une politique publique. Or, l'aménagement de la ville, la création de la ville, même si évidemment il y a beaucoup d'acteurs privés, le coup d'envoi est toujours, en général, une décision plutôt collective, ou en tout cas, si ce n'est publique, dans beaucoup de pays. Là, non, c'est une initiative purement privée initialement, et qui est aussi fondée, alors pas au tout début, mais très rapidement, qui est fondée sur le recours à l'emprunt. En fait, les Lewitt Sons, les Lewitt Town, initient l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale. C'est ce modèle-là, hein, donc un modèle privé d'investissement individuel, est finalement à l'origine de toute une industrie. Alors comment c'est possible? En fait, il se trouve que les anciens combattants américains bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État. Hein. Et donc là, il y a eu la capacité de mettre en place finalement des flux financiers extrêmement importants qui ont permis de solvabiliser ces opérations-là, sans passer par de la location, sans passer, voilà, en passant par cet emprunt. Alors, ironie de l'histoire, mais l'histoire est ce qu'elle est, Lewitt Sons fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes. Et la crise des subprimes est directement liée au surendettement des ménages américains pour l'achat de leur résidence principale. Donc finalement, ils s'effondrent
avec l'effondrement d'une industrie qu'ils ont très largement contribué à créer. Alors, ça, c'est une initiative d'une entreprise qui évidemment est copiée et puis qui est diffusée partout sur le territoire américain, notamment après les années 50, avec un grand plan d'investissement dans le réseau autoroutier qui est mené. Alors, il y a quelqu'un qui a branché la télé. Est-ce que Verviers pourrait couper le son? Je ne peux pas couper pour lui. Ah. Ouais, votre son est... Il y a quelqu'un qui a le son, voilà. Donc, en 1956, il y a une décision importante qui est prise par Eisenhower de faire un grand plan d'investissement, plus de 60 000 kilomètres d'autoroutes qui seront construits en 10 ans. Et ça, c'est alors un investissement qui est plutôt lié à des besoins de défense du territoire, défense du pays, par un général qui avait à la fois vécu en 1919 une traversée d'est en ouest des États-Unis par une colonne de véhicules de l'armée qui s'est transformé en catastrophe, des dizaines de ponts qu'il a fallu refaire pour arriver à passer, des dizaines de véhicules abandonnés, des blessés, etc., etc. Il a vécu ça et c'est visiblement, il était à l'époque Eisenhower, lieutenant-colonel, un vrai traumatisme pour lui. Et puis il a aussi vécu la campagne d'Europe, puisqu'il était commandant en chef des forces alliées, et notamment il a vu le réseau autoroutier allemand qui a été développé à partir des années 30. Et il a vu l'efficacité que ça permettait à la mobilité des soldats. Donc c'est une décision d'investissement qui en fait est guidée avant tout par des objectifs de défense. Il y a évidemment des ressorts économiques derrière, plutôt sur des thèmes de relance. Ça va avoir un effet aux États-Unis, c'est la diffusion du modèle du suburb partout sur le territoire, qui va ensuite se multiplier complètement. Alors là, je reviens en France avec des formes de transposition un peu plus tardives. On a des investissements autoroutiers qui ont lieu, mais qu'à partir du début des années 70 en France. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit une explosion de l'équipement autoroutier qui permet finalement de diffuser un modèle qui est ce modèle périurbain qui n'existait pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est aussi qu'on est on est sur un modèle qui est récent. Finalement, on a une décision politique avec l'arrivée d'Albin Chalandon à la toute fin des années 70 qui marque une rupture complète entre un modèle de développement urbain qui était basé sur le logement social, sur la reconstruction, sur le collectif, les fameux grands ensembles, donc des opérateurs publics, de la location, et il y a une bascule complète avec ce thème d'Albin Chalandon de libérer l'urbanisme. Et il lance notamment des opérations qu'on appelle les chalandonnettes, qui sont alors c'est pas une grande réussite, mais ça initie un mouvement qui est l'idée que plutôt que d'avoir du locatif, on va créer ce qui est revenu derrière, ce qui a été appelé une France de propriétaires. Et donc l'idée, c'est de passer du collectif à l'individuel et du logement locatif et notamment du logement locatif social à la propriété, la pleine propriété. Et on a un transfert financier qui est extrêmement important. C'est-à-dire l'ensemble des budgets qui étaient dédiés à la construction publique ont été finalement transformés en aide à l'acquisition des ménages et parallèlement, on a des transformations plus sociétales qui sont associées aussi à une communication très forte autour de la maison individuelle, autour du retour à la campagne, de la maison de famille, de la propriété. Alors tout ça vient, vous allez me dire, droite, gauche, où est-ce qu'on se positionne? Donc, Chalandon, on est clairement sur une politique libérale de droite. Pour autant, chacun sa part, comme toujours dans ces cas-là. 1982, donc 1981, Mitterrand arrive au pouvoir. 1982, on a la décentralisation. L'idée de la décentralisation, c'est notamment à un moment de transférer les décisions qui sont liées à l'aménagement du territoire des communes, transférer les autorisations à construire de décisions qui sont liées aux agents de l'État, notamment de la préfecture, et mettre tout ça, mettre ces droits, ces autorisations dans les mains des maires. C'est ça la décentralisation, c'est une prise de pouvoir du terrain avec des élus locaux qui sont en charge notamment de l'aménagement de leur territoire. Et en fait, un des premiers effets donc, de la décentralisation initiée par la gauche, c'est aussi celui-là, c'est aussi de donner les clés aux maires qui prennent des décisions d'aménager au fur et à mesure autour de chez eux, et finalement, à charge pour eux de créer le foncier, de créer les terrains constructibles, permettant derrière aux opérateurs privés de venir créer le lotissement, permettant aux Français de se loger et d'investir dans leur maison.
Donc on est sur quelque chose qui s'est mis en place progressivement, hein, début des années 70, et finalement il faut attendre le début des années 80 pour que vraiment le système se mette en place. Ça veut dire que ça fait moins de 50 ans qu'on est dans ce système-là. Il a démarré vraiment il y a 50 ans et il est vraiment en action depuis 40 ans. Et évidemment, ce qui se passe au travers de ça, on peut le voir dans les chiffres, hein, c'est ce qu'on appelle le développement des communes dortoirs. Vous connaissez ça très bien, hein, sous d'autres formes, mais on est exactement sur le même type de fonctionnement. Et on vient retrouver, c'est ce que vous voyez en rouge, hein, donc on est 75, 99 et 2012, on va retrouver en rouge les communes euh, qui accueillent des actifs, hein, des gens qui travaillent, mais pour autant qui ne travaillent pas dans leur territoire, hein. Et donc finalement, l'enjeu de tout ça, avec cette diffusion du modèle, notamment périurbain, c'est l'explosion des demandes de mobilité, l'explosion des kilomètres parcourus. On a finalement toujours à peu près le même temps passé, hein, c'est assez constant dans la voiture, mais on parcourt de plus en plus de kilomètres parce qu'on a une accélération. On a une accélération du transport et de la mobilité qui est liée aux infrastructures. En fait, on ne peut pas séparer tout simplement, hein, le développement des infrastructures du développement urbain, hein. Tout ça est complètement associé. On le sait bien, hein, on le voit, et pour autant, on est sur des politiques publiques qui bien souvent sont segmentées, l'une suit l'autre. Elles sont pas en tout cas coordonnées. Alors, donc c'est ça le nouveau normal, hein. On parle beaucoup de normalité ou de changement, ou du monde d'après en ce moment, en tout cas dans les tribunes, dans les journaux en France, hein. Vous savez c'est sans doute notre premier produit, premier élément du produit intérieur brut, hein, c'est l'écriture de tribunes. J'en ai moi-même commise pendant le confinement. Mais en tout cas, le nouveau normal, là, c'est quoi? C'est se dire qu'on va dissocier les fonctions, hein, c'est le premier effet, séparer l'emploi de la résidence, c'est les éloigner par les infrastructures, et puis c'est dissoudre la ville aussi. Dissoudre pourquoi? Parce que tout ça, ça prend de la place. Et quand je dis tout ça, c'est quoi? C'est les routes, c'est les parkings, c'est les infrastructures routières. En France, ce serait 48% des surfaces artificialisées. C'est-à-dire que quand on dit bétonner, en fait, vous êtes au stop béton. En fait, non, c'est surtout de l'enrober, hein. La ville, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout de l'enrober, ensuite du gazon, surtout dans les zones d'activité, hein, pas tellement dans les jardins, hein, et ensuite seulement du béton, hein. C'est 18% de la surface qui est occupée par des bâtiments en France, des surfaces urbanisées, hein, qui sont occupées par des bâtiments. Donc évidemment, ça prend de la place et ça donne une forme à cette ville. Alors une forme qui n'est pas forcément extrêmement sympathique, et ça fait partie de ces impacts, hein, qui sont notés bien souvent de l'étalement urbain, c'est un impact paysager. Alors Télérama, qui est un journal culturel, disons, c'est aussi un programme télé, mais plutôt de bon niveau, hein, très parisien, a titré en 2010 Halte à la France moche. Alors, c'est une vision un peu parisienne du développement urbain. Pour autant, dans un article plutôt bien écrit, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et ça a donné lieu à des débats extrêmement vifs dans la profession, mais qui n'ont pas vraiment dépassé, pas vraiment dépassé la profession. Alors, donc oui, bien sûr, il y a un impact paysager, mais c'est pas pour moi le cœur du sujet, hein. C'est pas en tout cas le seul sujet important. Au-delà de cet impact paysager, on a des impacts qui sont extrêmement massifs sur un mode de fonctionnement, qui sont liés notamment à la dépendance à la voiture. D'un côté, on nous vend ce qui est en haut, hein, c'est-à-dire les grands horizons et des villes vides, et de l'autre côté, on a une thrombose du système. Puisqu'on n'arrive plus tout simplement à circuler, hein, puisque la voiture crée l'étalement, mais l'étalement crée de la voiture aussi, hein. Il y a une forme d'emballement du système. Ce qui est marqué ici, c'est la voiture crée l'étalement, voilà, mais c'est une spirale de la mort. Et il y a un moment, on a une thrombose du système qui fait qu'à la fois on ne sait pas circuler, on ne sait plus non plus respirer, et on a des problèmes évidemment d'émissions de GES. Vous devez être au courant, je pense, hein, qu'on est face à un mur. On a une crise qui est liée notamment aux émissions de GES, et la mobilité est une part importante de notre émission, hein, de nos parts d'émissions. Évidemment, la mobilité carbonée, hein, ou ce qu'elle induit, elle pose d'autres problèmes. Mais sachez aussi, c'est un point qu'on oublie souvent, c'est que le sol agricole, mais le sol naturel aussi singulièrement, est aussi une façon de stocker du carbone, hein. Donc l'artificialisation en soi, au-delà de la mobilité qu'elle induit,
elle induit aussi une forme d'émission de CO2 et une incapacité plus tard à venir le stocker, puisque les pistes de stockage de carbone sont notamment liées à des pratiques agricoles assez intéressantes. Alors, donc vous le savez, on a un saut, on a une marche, et la marche est haute, hein. Aujourd'hui, donc là, c'est les stats françaises, hein, d'empreinte carbone moyenne. Alors, il y a des questions sur le volume importé ou pas, etc., etc. Mais ce qu'on retient, c'est qu'on a deux éléments qui ne sont pas importés, hein, c'est plus de la moitié, c'est la mobilité et le logement, hein. Aujourd'hui, à titre individuel, en tant que citoyen, on a presque 6 tonnes en moyenne, hein, de CO2 qui sont émis chaque année par les Français, qui sont directement associés, hein, aux enjeux à la fois de logement, la nature de mon logement, mais surtout sa localisation, hein. Et on voit bien que là-dessus, l'efficacité énergétique et surtout du logement lui-même, mais l'efficacité liée à sa localisation qui permet de me passer de la voiture, est un élément absolument déterminant. On a des impacts environnementaux évidemment qui sont plus directs, hein, plus visibles par la conquête des sols, notamment des sols naturels, mais pas seulement. On oublie aussi beaucoup la question de la fragmentation des milieux, qui est particulièrement importante, ne serait-ce que par exemple par les infrastructures et l'éclairage public sur les routes, qui vient segmenter pour un certain nombre d'espèces finalement le territoire en petits bouts entre lesquels on ne peut pas circuler. Et puis on a des enjeux agricoles. Alors cela, sur un petit arrêt, on est toujours à l'échelle française, hein. Vous m'excuserez, mais je serais vraiment preneur justement de transposition, si ce n'est belge, en tout cas wallonne, puisque en fait, on a, hein, souvent une forme de parole, hein, qui revient sur le fait, oui, mais vous savez, on a des friches agricoles, donc en fait, on a trop de terrain agricole et on n'a pas besoin de tout ça, donc c'est pas grave d'artificialiser. Alors oui, il y a des terrains agricoles, hein, qui partent en friche, qui partent en forêt, etc. Ça existe, mais c'est strictement minoritaire. C'est des anecdotes. Les grands flux, ils sont une consommation de sol agricole pour les besoins de l'artificialisation des sols. C'est essentiellement ça. Et ça tombe assez mal parce on a divisé par deux en France la surface agricole utile, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés de champs, hein, globalement, disponibles pour nous nourrir. On l'a divisé par deux depuis 50 ans, parce qu'on a une augmentation de la population d'un côté et une baisse de la surface disponible. On est passé pratiquement de 35 millions d'hectares à moins de 30, hein. Et puis, parallèlement, on a quand même une stagnation des rendements agricoles qui est constatée depuis le début des années 2000. Donc, il n'y a plus de progrès agricole, hein. Et puis, on a quelques questions, hein, plus que des questions d'ailleurs, liées aux impacts du réchauffement climatique, mais aussi la nécessité d'une transition vers des formes d'agroécologie qui, quelque part, vont nécessiter aussi plus de sol, ou en tout cas d'avoir suffisamment de sol en réserve pour produire. Donc, on n'est plus face à une question de France exportatrice, hein, on est sur des questions de résilience, c'est-à-dire de capacité à nourrir le pays par rapport au sol disponible. Donc, ces sols sont essentiels. On a des conséquences économiques, j'y reviendrai pas dans le détail, mais c'est évidemment important, à la fois sur des coûts d'investissement et des coûts de gestion-exploitation, hein, quelque part, du tissu urbain, hein, des infrastructures urbaines et des services urbains, qui est plus important sur l'urbain étalé que sur l'urbain dense. Alors, tous les chiffres, hein, varient, évidemment, mais pour autant, ils vont tous dans le même sens, hein. Et ils sont très peu visibles en général sur les modes de financement des opérations. Et puis, on a des formes de fragmentation sociale qui sont importantes. Aujourd'hui, on a des dynamiques métropolitaines qui sont très marquées, hein, en France, mais pas que. Donc une attractivité à un certain nombre de territoires, et avec des phénomènes d'augmentation des valeurs immobilières pour beaucoup, hein. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de facteurs, hein, qui viennent rentrer et qui rentrent en ligne de compte. Mais ça fait que globalement, on est en train de sortir de la ville toute une partie de la population. Alors pas nécessairement la plus pauvre, en fait, parce qu'on a notamment tout le volant du logement social qui peut permettre à la partie la moins riche de la population de rester en ville, pas forcément dans des bonnes conditions, souvent dans des formes aussi de concentration, hein, puisqu'on vient concentrer la pauvreté par les phénomènes par l'organisation aussi du logement social, en tout cas historique. Mais par contre, on a des phénomènes de tri finalement en termes de classe d'âge. Alors là, je suis à Toulouse, donc métropole dynamique s'il en est, hein, en France, alors en tout cas jusqu'au Covid et l'explosion en vol de l'industrie aéronautique. On verra quels seront les chiffres demain. Mais là, si on regarde sur la période 2011-2016 et qu'on vient faire un tri, c'est-à-dire on enlève des données, hein, par âge,
on enlève les décès, les naissances, etc., etc. On s'aperçoit que la ville de Toulouse n'attire personne, c'est-à-dire toutes les tranches d'âge sont en rouge, donc sont en négatif. En fait, elle n'attire qu'une seule classe de population, c'est les étudiants. Excusez-moi. Qui rentrent pour l'essentiel de ces fameux 15-24 ans. Donc la ville de Toulouse attire des étudiants. Toulouse Métropole, c'est-à-dire les 20 ou 30 communes qui sont autour de la ville de Toulouse, qui constituent cette échelle administrative, finalement, on est sur des choses relativement plates. Et puis, on va retrouver les enfants, donc ces 0-4 ans qui ont quitté la ville, on va les retrouver dans la zone d'emploi, c'est-à-dire en dehors de la métropole, c'est 700 communes qui sont des communes essentiellement résidentielles. Donc on a une éviction des familles, notamment, qui rentrent dans un processus d'acquisition, qui veulent plus de surface, qui veulent un bout de jardin, etc., et qui n'ont pas d'offres, en tout cas pas d'offres abordables, en dehors non pas de la métropole administrative, mais de la métropole réelle, c'est-à-dire de l'échelle du rayonnement d'une métropole comme Toulouse. Donc c'est ça la fragmentation sociale qui est induite par nos façons de faire la ville. Je pense que c'est un de nos plus gros échecs. Alors, une fois que j'ai posé ce constat qui n'est pas extrêmement positif, j'en conviens, comment on fait? Alors, je ne vais pas revenir sur le détail de la réglementation en France. Sachez qu'en 2000, il y a la loi Solidarité et Renouvellement Urbain voilà, qui a été créée en France et qui pose tous les constats. Alors, on ne parlait pas de pandémie, on ne parlait pas de réchauffement climatique, mais globalement, tout y est. Tout y est en termes de constats. Il faut construire la ville sur la ville pour éviter de l'étaler, etc., etc. Tout est écrit. Pour autant, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu une baisse, notamment après 2011, de la consommation de sol, en fait, qui est liée à la crise économique, qui, je vous le rappelle, est un impact issu de la crise des subprimes américains, qui elle-même est un impact de l'invention de quoi? Du système du suburb américain, et de son mode de financement. Donc finalement, cette invention-là, elle est venue aussi à la fois développer d'un côté l'étalement, mais aussi le restreindre dans ces années-là. Et en fait, on a eu toute une série de lois, quelques cocoricots, quelques hurrahs, quelques satisfecit, constatant la baisse de la consommation de sol, mais en fait, on remarque en 2016 et 2017 que ça repart. Ça repart comme avant. Alors, pas aussi rapidement, mais en fait, on s'aperçoit qu'on a une forme d'impuissance réglementaire complète. Il y a une nouvelle couche qui arrive. Une nouvelle couche réglementaire, c'est le zéro artificialisation nette. Alors, le logo n'existe pas encore, donc j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le ZAN. C'est un peu l'équivalent, enfin, avec sans doute beaucoup de subtilité, du programme Stop Béton en Wallonie. Là, j'ai un drôle de bruit. Voilà, qui arrive. Moi, mon propos est de dire qu'aujourd'hui, on a moins besoin de freins sur le phénomène d'étalement urbain qu'on a besoin de développer les alternatives concrètes à l'étalement. Je pense que la prohibition n'a pas fonctionné et qu'elle ne pourra pas fonctionner. Elle est nécessaire et pour autant, elle n'est pas suffisante. C'est un changement de modèle qui est nécessaire, beaucoup plus important que ça. Comme je vous le rappelle au début, on a un quart du sol consommé pour faire des lotissements. Là, on a un plan ici qui a lieu dans des communes qui perdent des habitants. Donc, on a un truc qui marche sur la tête et qui ne peut plus fonctionner. Il faut qu'on réinvente ce modèle-là. On a un problème de repère, c'est que c'est ce qu'un Daniel Paoli, mais qui travaille, lui, sur les poissons. Donc, c'est un peu différent, mais c'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans les enjeux environnementaux. De shifting baseline, c'est le changement de point de repère, en fait. C'est cette question de la normalité. En fait, ça fait 50 ans qu'on ne fait que de l'étalement, en tout cas en France, mais aussi au Belgique sans doute. Mais c'est notre repère à tous. On a tous vécu ça. Même ceux qui ont plus de 50 ans, en fait, ils ont toujours vécu ça dans leur carrière professionnelle. Dans le bouquin, je cite un expert immobilier qui parle de formes de spéculation sur le sol agricole, bien organisée, de spéculation auquel, de fait, il participe, il est dans le système, dans les années 70 en France. C'est mon grand-père, en fait. Lui-même faisait de l'étalement urbain comme j'ai pu en faire. On a un problème de repère, il faut qu'on change de normal. Il faut qu'on le fasse vite parce que la ville de 2030 est déjà là et la ville de 2050, elle est là globalement à 70 ou 80%. Donc, on a passé un demi-siècle à étaler la ville, il faut qu'on passe les 50 prochaines années à la refaire sur elle-même. C'est bien l'objet de l'urbanisme circulaire. Alors, c'est pas une forme de ville ronde, je vous rassure. C'est pas non plus ça, c'est pas le périphérique. C'est une transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville. En bref,
l'économie circulaire, c'est pas le recyclage, ce n'est pas que le recyclage, c'est cette idée qu'on a une création de valeur, hein, qu'il y a beaucoup d'efforts et ensuite, pour éviter de jeter à la poubelle notre bien, on a plusieurs boucles. Hein. On a une dernière boucle qui est le recyclage, récupérer les matières, essayer de les remettre dans le processus de production plutôt que de retourner à la mine. Donc c'est bien, mais c'est très consommateur en termes d'énergie, en termes de matière, etc., etc. Il y a des boucles qui sont plus efficaces, notamment le réemploi, la réparation, etc. Plus la boucle est courte, plus on a une création de valeur et moins on a de dépenses environnementales. Alors la transposition à l'urbanisme, alors pour moi c'est pas une discipline, hein, l'urbanisme, c'est encore moins une science. C'est un processus en fait, c'est la fabrication de la ville. Si on devait transposer ça à l'urbanisme, c'est cette idée qu'aujourd'hui, notre matière première principale, c'est le sol agricole. Hein. Ce qu'on sait bien faire, c'est consommer du sol agricole pour faire du neuf. Et donc, on a des usages urbains dans un premier temps. Et puis, in fine, quand on est arrivé au bout de cette durée de vie, de cet usage, on a des friches ou des espaces vacants. Alors, c'est une forme d'obsolescence programmée de notre ville. Hein, c'est-à-dire, on prévoit dès le début, le jour où on la fabrique, le jour où on la conçoit, finalement, qu'il va falloir la mettre à la poubelle. L'idée de l'urbanisme circulaire, mais vous allez voir, j'ai rien inventé du tout, j'ai juste mis des mots sur des choses qui existent déjà. Je parle même pas de concept, hein. C'est cette idée qu'on peut intensifier les usages, c'est-à-dire peut-être qu'on peut faire un choix déterminé de ne pas construire. Peut-être que faire projet demain, aujourd'hui, ça peut être de justement avoir un besoin et de ne pas construire, c'est-à-dire de regarder autour de soi et de trouver de la place. Et finalement faire dans la ville existante ces nouvelles choses sans pour autant revenir, à la fois s'étaler, mais aussi construire. Ça peut être aussi, deuxième boucle, qui est peut-être moins vertueuse, en tout cas moins économe en termes de matière, d'énergie, en termes économiques aussi, de transformer l'existant. C'est transformer un bâtiment plutôt que le démolir. C'est venir densifier des espaces qui sont déjà urbanisés plutôt que d'aller s'étaler. Et puis la troisième des boucles, c'est pas la plus facile, c'est pas la plus simple en termes d'impact environnemental, etc. Et pour autant, elle est plus que nécessaire, c'est de venir recycler des espaces qui sont des espaces urbains, mais en fin de vie, et sur lesquels finalement, par ce phénomène de recyclage, on va les remettre, hein, les remettre en état pour qu'ils aient à nouveau un usage urbain. Vous allez avoir plusieurs exemples dans les prochaines semaines avec les conférences à suivre. Alors, bonne nouvelle, hein, mais vous le savez, c'est qu'il n'y a rien à inventer. En fait, tout existe déjà. Ça tombe bien parce que je vous l'ai dit, on est en train de bosser sur la ville de 2050. Donc, contrairement aux constructeurs automobiles, nous, on n'a pas le temps de rigoler avec des technologies intermédiaires, avec des filtres à particules qui ne fonctionnent pas, etc., etc. On n'a plus le temps de passer au laboratoire, en fait. Il faut déjà qu'on prenne les briques qui existent déjà, et ça tombe bien, elles sont là. C'est ce qu'on a appelé les pionniers, et pour autant, rien n'est à inventer, vous allez voir, mais tout reste à faire parce que les pionniers restent exceptionnels par nature. C'est des projets démonstrateurs, des projets exceptionnels. Alors, quelques exemples. Je vais être bref, je vous rassure. Quelques exemples, mais c'est important, et on passe plus de la moitié du livre, en fait, à donner, à parler de ces projets-là, mais surtout à donner la parole directement à ceux qui les font. Hein, alors, avec des difficultés, souvent. Mais par exemple, on a les questions des occupations temporaires. Donc, voilà, cet urbanisme transitoire, il a beaucoup de noms. Hein. C'est quoi? C'est simplement l'idée que dans la vie d'un bâtiment, globalement, en moyenne, en général, et ça vaut ce que ça vaut, mais peu importe, disons que dans la durée de sa vie, entre le début de sa construction et sa déconstruction, un bâtiment, en général, il passe 10% de sa vie vide. Parce qu'il vient d'être construit et que le rez-de-chaussée commercial, par exemple, peine à trouver preneur. Parce qu'il a besoin d'un gros coup de peinture, d'une grosse réhabilitation, et que ça demande des autorisations, et qu'entre le moment où on commence les études et le moment où on fait les travaux, il va se passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ou alors parce qu'on va bientôt le raser, mais on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, et plutôt que d'avoir un terrain vague, peut-être qu'on peut simplement l'occuper. Hein. C'est cette idée qu'on va organiser différemment l'occupation d'un bâtiment pour créer de l'usage urbain sans pour autant construire. Donc là, on vient de mobiliser un peu des temps longs. Ça, c'est un restaurant universitaire à Paris, en plein cœur de Paris. Hein. Donc, comme tout restaurant universitaire, en fait, il sert entre midi et 2. Mais globalement, à 14h30, il ne sert plus à grand-chose. En tout cas, dans les étages, il n'ouvre pas le soir. Et il y a une deuxième équipe qui vient s'installer à 14h30, une fois que les étudiants ont libéré leur table. Une deuxième équipe qui vient s'installer très discrètement. Hein, il y a
voilà, il y a une installation qui est extrêmement rapide, extrêmement bien coordonnée pour ouvrir de façon précise à 14h30. Et il y a un espace de coworking qui est créé à ce moment-là. Donc on est sur un espace qui a deux temps, deux durées de vie et deux acteurs qui viennent l'occuper. Et on a le Mab Lab qui ouvre. Donc il y a le restaurant universitaire Mabillon le matin et l'après-midi jusqu'à 20h, c'est le Mab Lab qui ouvre. C'est un des espaces de travail les moins chers de Paris et c'est ouvert aux étudiants certes, mais pas que, à tout le monde. Et donc il y a la capacité de travailler sur cet espace-là. Finalement, c'est autant de mètres carrés de bureaux qu'on n'a pas construit quelque part dans Paris ou qu'on n'a pas occupé. On peut aussi occuper les cours d'école, les classes d'école. Il y a énormément d'espaces qui, aujourd'hui, regardez autour de vous, sont à certains moments très peu occupés. Par exemple, les universités, notamment pendant les vacances, mais aussi les soirs, les week-ends. Il y a énormément de bâtiments publics, mais aussi des bâtiments privés qui sont peu utilisés. Donc, on a énormément de ressources qui sont souvent méconnues et qui pourraient être mobilisées, sous réserve évidemment de s'organiser différemment, de gérer les choses différemment. Autre exemple, on a sur l'île de Noirmoutier, qui est une île touristique, on a une école privée qui est réaménagée tous les étés, en début d'été, par les parents, qui viennent amener de l'électroménager, qui viennent installer des lits, qui sont stockés toute l'année. Et pendant 2 mois, cette école sert de lieu résidentiel, donc sert de lieu pour des familles pour passer des vacances à côté de la plage. Donc c'est à la fois très abordable, donc ça permet à des familles à des revenus modestes de se payer des vacances. Et puis, c'est un revenu complémentaire pour cette école privée. Et c'est aussi finalement des bâtiments qui servent à quelque chose, alors qu'ils seraient sinon complètement fermés. Donc, c'est cette idée de travailler non pas que l'espace, mais aussi les temps. Et donc, c'est autour de ça, il y a la question des usages, bien sûr, et la question de l'organisation des usages sur des espaces qui peuvent en connaître plusieurs, à la fois sur le temps long de la ville, mais aussi sur les saisons, sur la journée, le week-end, etc. Beaucoup d'exemples, mais pas encore assez d'actions là-dessus. Donc beaucoup reste à faire. Transformer l'existant, c'est l'idée qu'on peut transformer des bâtiments emblématiques, qu'ils soient industriels, culturels ou autres. Là, on a beaucoup d'exemples, mais ce ne sont que des exemples. C'est aussi se dire qu'on peut travailler sur l'architecture du quotidien. Par exemple, ici, c'est l'idée de monter un prototype de quoi de réhabilitation globale d'un bâtiment à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est une ville qui a été très lourdement touchée pendant la Seconde Guerre mondiale et donc qui a été reconstruite sur une architecture béton très répétitive. Donc finalement, on a le même modèle constructif qui est un petit peu partout, avec notamment des copropriétés pas très grosses, et puis un modèle béton qui est pas très satisfaisant, notamment au niveau thermique, mais aussi au niveau sonore. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on peut, en créant de la surface constructible, créer des étages, donc créer des logements qui sont autant de logements qui sont en centre-ville et pas en périphérie, des logements attractifs qui aussi ramènent des recettes pour payer toute la réhabilitation globale du bâtiment. Monter aux étages, parfois transformer les usages aussi, transformer des bureaux en logements ou construire aujourd'hui des bâtiments qui sauront muter. Donc là, on est à Strasbourg avec des bâtiments qui sont conçus dès le début pour pouvoir être successivement des bureaux, des logements ou des chambres d'hôtel. Donc on est sur une forme d'architecture, mais aussi de trame structurelle qui est quelque part agnostique, donc qui a une vraie souplesse, qui pourra évoluer dans le temps, mais c'est aussi une organisation juridique de ces bâtiments-là qui permet de ces évolutions dans le temps et dans le futur. Donc finalement, c'est cette idée qu'on peut apprendre de la difficulté à réhabiliter, à transformer, à changer les usages de bâtiments aujourd'hui. On peut apprendre pour faire des bâtiments qui seront mutés à l'avenir. Aujourd'hui, on construit encore finalement beaucoup de bâtiments qui sont centrés sur leur usage premier, qui n'anticipent pas le second et qui encore moins anticipent les usages futurs, c'est-à-dire le troisième ou le quatrième usage. J'ai l'habitude de dire qu'un bâtiment devrait avoir 7 vies, comme les chats, de façon en tout cas à ce que ses fondamentaux restent là. Il n'y a rien de pire d'un point de vue émission de GES que de venir raser une structure, notamment une structure béton. Là, on a un autre exemple, c'est un parking qui est le parking d'un site de bureau tertiaire, mais qui est dès le début construit sur une trame lui permettant dans le futur, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 30, peu importe, dans le futur, d'évoluer vers des espaces de bureau quand on aura moins besoin de garer ses voitures. Là, on est vraiment sur la prospective un peu plus poussée, je vais en convenir, d'un bâtiment qui, dans une forme d'ultra-modularité, viendrait voir ses usages changer en continu. J'imaginais il y a quelques mois
dans un petit texte prospectif que l'architecte du futur, finalement, soit en charge de la conception, de la construction d'un bâtiment, mais aussi de sa vie au quotidien et ses transformations successives, et que quelque part, on soit architecte pendant 10, 20, 30, 40 ans du même bâtiment jusqu'à sa fin de vie, et qu'on soit attaché à son bâtiment, à sa vie en continu. On peut aussi, quand on travaille sur l'existant, travailler sur le foncier. Hein, c'est cette idée qu'on puisse créer du logement dans les secteurs pavillonnaires. Aujourd'hui, c'est sans doute une des ressources les plus massives présentes en France. On a une sous-occupation structurelle, notamment des lotissements des années 80-90, avec la capacité à la fois de mieux utiliser les logements, mais surtout de mieux utiliser les jardins, avec des capacités constructives, pour peu qu'on s'en donne les moyens, qu'on évite de faire quelques erreurs, et qu'on apprenne à densifier un peu mieux la ville. Donc densifier, c'est ça, c'est rajouter des maisons individuelles entre des maisons individuelles, mais c'est aussi parfois venir raser des espaces de façon à reconstruire. Évidemment, il faut reconstruire mieux et pas faire ça, on est bien d'accord. Mais surtout, il faut apprendre à le faire différemment. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, notamment des expériences de villes comme Vancouver, qui travaillent sur la question de la densification de leur tissu, mais la question des synergies entre le projet neuf et son quartier, et la question du dialogue avec la population de façon plus affirmée. Le foncier économique, les zones d'activité sont de vastes impensés, notamment en France. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à gagner là-dessus, sur ces secteurs-là. Il y a énormément de potentiel de densification. Et puis, le recyclage des espaces, c'est la face la plus visible. C'est évidemment les friches industrielles, avec toutes leurs questions, notamment de pollution de sol, présence d'amiante, etc. Donc, des complexités importantes, mais finalement connues. C'est aussi les friches du futur, avec notamment les centres commerciaux. On estime en France qu'on a une zone commerciale en trop dans toutes les grandes métropoles. Ça fait beaucoup. Et c'est un phénomène qui a déjà été constaté aux États-Unis, avec on a recensé jusqu'à 600 malls, donc ces grands centres commerciaux abandonnés, et qui sont transformés progressivement en espaces logistiques par des acteurs comme Amazon, par exemple. Donc, qui pose évidemment beaucoup de difficultés associées. Donc ça, c'est les friches du futur. Et puis les potentiels futurs, c'est évidemment le parking, qui pour moi est la grande ressource. C'est-à-dire qu'on a mobilisé beaucoup de surface pour stocker des voitures qui ne servent à rien. Un parking, c'est ça, c'est finalement de la surface immobilisée de façon pérenne pour stocker des biens de consommation courante quand ils ne sont pas utilisés. Donc on est bien sur l'aboutissement final de formes d'absurdité, c'est-à-dire qu'on fait des voitures pour ne pas les utiliser, on les utilise 5% du temps. À l'évidence, que ce soit l'électrification, du partage ou l'usage de véhicules, de modes de transport alternatifs, il y a beaucoup à gagner sur la question du stationnement dans la ville, et c'est autant de ressources qui est mobilisable et recyclable. Encore faut-il savoir recycler, réutiliser les matières, et aujourd'hui il y a des travaux, et pour le coup à Bruxelles il y a un travail extrêmement avancé sur des écosystèmes qui permettent de penser finalement des formes de cycle court. Éviter avant tout de déconstruire, c'est ce qui est important, prolonger le plus possible la vie des bâtiments, mais quand on doit faire des grosses réhabilitations ou des déconstructions, venir réutiliser les matières, réutiliser les matériaux, etc., etc. Et puis, c'est aussi parfois penser le retrait ou la fin de la ville. On est sur un exemple ici un peu massif, mais je vais avancer un petit peu. Pour parler de ce qui pour moi est le cœur du propos, donc vous l'avez bien compris, il y a beaucoup à faire, mais en même temps tout est là. Les pionniers sont là. Ce qu'il faut, c'est qu'on repense finalement nos priorités, nos façons de penser la ville, et finalement de prendre des décisions. L'idée, c'est d'inverser les priorités. Finalement, aujourd'hui, ne pas construire, c'est peut-être aussi la première façon d'agir. C'est pas un abandon. Il n'y a pas ceux qui font et ceux qui ne font pas. Et finalement, ne pas faire peut être un vrai élément de projet. Donc, c'est avant tout faire ça, se demander si on a besoin de construire avant de le faire. Est-ce qu'on a besoin de déconstruire? Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser l'existant? Est-ce qu'on a besoin d'aller s'étaler? Est-ce qu'on ne peut pas densifier l'existant ou recycler des espaces fonciers? Et in fine, seulement quand on a fini cette réflexion, ce processus de réflexion, finalement aller consommer un sol agricole si c'est vraiment nécessaire et qu'il n'y a pas d'alternative. Allô? J'ai du bruit qui vient.
Dans ce cadre-là, chacun doit avoir sa part, hein, je vais bref là-dessus, mais aux métropoles, d'intensifier et de garder les leurs, d'accueillir tout le monde, notamment de garder les familles, au périurbain, de venir se densifier lui-même et se réinventer. À l'évidence, là où on a un travail passionnant et complexe à faire, nous urbanistes, c'est dans le périurbain, hein, pour remailler tout ça et finalement exploiter au mieux ce sol qui est déjà consommé, et puis avoir des échelles de coordination des politiques publiques qui soient à l'échelle des vrais phénomènes et pas simplement des alliances politiques. C'est faire la ville frugale d'abord, faire la ville de la proximité ensuite. À l'évidence, si l'étalement de la ville est associé à la mobilité automobile, c'est dans la réduction de la dépendance à la voiture qu'est l'avenir, et notamment la résilience de la ville. Faire la ville pour tous, c'est simplement pouvoir se payer la proximité, hein, pouvoir à la fois avoir un logement assez grand, avoir un bout de jardin pour les gamins ou un parc public en face de chez soi, et pour autant être sur des niveaux de valeur qui me permettent, avec un salaire moyen, avec un salaire normal, d'habiter la ville. Et puis, c'est faire la résilience. Alors, pas que au Covid-19 ni le Covid-20, mais finalement à l'ensemble des chocs. Et plus globalement, hein, la ville résiliente, elle sait encaisser les chocs, mais elle sait aussi s'adapter à l'ensemble des changements, et notamment des changements démographiques importants qu'on regarde de loin aujourd'hui, hein, notamment le vieillissement de la population qui est pas le principal des sujets d'actualité dans nos débats en termes comme professionnels, et pour autant c'est un vrai changement aujourd'hui qui s'annonce et qui est très largement amorcé. Alors il y a cette idée évidemment de résister au choc, hein, avec une parabole que j'aime bien moi, qui est celle du kintsugi, qui est un art japonais, où on vient réparer une poterie cassée avec du fil d'or, vous voyez, de l'or fondu. Donc on avait une poterie et puis in fine on a une œuvre d'art. C'est cette idée que la ville et la vraie résilience, c'est finalement plutôt cette logique de ville adaptative. C'est-à-dire que non seulement la résilience, c'est résister le plus possible, absorber le choc et puis revenir à la normale le plus rapidement possible, mais c'est aussi apprendre et évoluer, hein, de ce choc ou de cette évolution. Alors pour ça, plusieurs enjeux, comment on avance, hein, la connaissance des potentiels, notamment des potentiels d'usage de l'existant, mais aussi des espaces densifiables. Aujourd'hui, en France en tout cas, et je serais heureux de vous entendre là-dessus, on a un très faible niveau de connaissance, ne serait-ce que la localisation des friches, hein, aujourd'hui. Donc on a quelques données éparses selon les territoires, mais rares sont les territoires qui ont vraiment fait le recensement des potentiels alternatifs à l'étalement de la ville. L'idée, c'est de se développer, hein, mais pas de croître, hein, continuer à se développer sans pour autant s'étaler. Il y a un enjeu de compétence des acteurs qui est extrêmement important. On a besoin de compétences extrêmement pointues. Et puis, et c'est un des objets, ce que j'ai compris, hein, de cette formation que vous initiez, et ça me semble absolument fondamental, besoin de compétences transversales, hein. La gestion de projet, mais je vais y revenir, de renouvellement urbain est extrêmement différente de la gestion de projet classique de la construction de la ville. On a besoin aussi de repenser les processus et les outils, notamment administratifs, et puis d'avoir une cohérence des stratégies territoriales, à l'évidence. Alors, il va falloir penser systémique, hein, pour repenser le système. Et oui, en effet, on ne peut plus parler d'urbanisme et de logement sans parler de mobilité, sans parler d'agriculture, sans parler d'usage, sans parler de temps, etc., etc. Donc, on vient de lancer là un jeu, qui est un jeu pédagogique qui s'appelle la fresque de la ville. L'objet, c'est de faire comprendre ça. C'est que progressivement, les joueurs, par ce jeu de cartes, finalement, viennent constituer un peu le schéma de fonctionnement du comment on fait la ville, de façon à bien voir que tout est imbriqué et qu'on ne peut pas bouger un bout du système sans bouger l'ensemble, et qu'on peut pas, on peut pas traiter en silo les questions du développement de la ville et de ses usages. Tout ça est fortement imbriqué. C'est nécessaire de comprendre, de faire comprendre, hein, cette prise de conscience, elle est nécessaire, mais aussi pour agir. Agir, c'est assumer la complexité. Refaire la ville, c'est beaucoup plus compliqué que l'étaler. D'un côté, on a un processus industriel. Souvenez-vous de la Ford T, hein. On a des acteurs qui s'enchaînent les uns après les autres, hein. On a d'un côté l'agriculteur qui vend à la foncière, qui ensuite vend à l'aménageur, qui ensuite vend au promoteur, qui ensuite vend à l'utilisateur final. Donc tout ça va bien, hein, chacun sait faire son métier, il le fait bien, et les interfaces entre les différents acteurs sont simples et limitées. Le problème, c'est que le renouvellement urbain, c'est ça, et encore au mieux.
on passe son temps finalement à croiser, à avoir plusieurs acteurs au même moment, et finalement la complexité de tout ça, elle est simplement liée à la nature du terrain, du sol sur lequel on travaille. C'est un sol habité, c'est un sol bâti, c'est un sol voisiné, c'est un sol fréquenté et qui a une histoire, qui n'est pas un sol neutre. Et il porte tout ça, il faut assumer ça dans le processus de projet. Donc c'est des projets qui sont plus complexes, et donc on ne pourra pas industrialiser tout ça. Mais l'objet, c'est de massifier les bonnes pratiques de ces pionniers que j'ai pu montrer, et vous allez en voir d'autres dans les prochaines semaines, et voilà, ça fait partie de nos travaux des 2 prochaines années, de continuer à montrer que certains font, à montrer comment ils font, à décortiquer ce qui marche et ce qui ne marche pas, et à donner les outils à chacun pour faire. C'est finalement redesigner ces processus de fabrication de la ville, c'est faire sauter quelques verrous. Il y a évidemment des blocages réglementaires, mais finalement, une fois qu'ils sont bien identifiés, on sait y revenir. C'est surtout changer de logique et passer d'une logique non pas collaboration ou compétition à aussi des formes de collaboration et compétition. On est sur d'autres modes de relations sur lesquels à la fois on peut être en compétition comme acteur de la ville, privé ou public d'ailleurs, de façon assumée, tout en collaborant sur les fondamentaux que sont notamment les différentes frugalités et la durabilité de notre ville. Alors, pour finir, c'est une vraie bifurcation, et elle doit être brutale. Il y a une nécessité à ce qu'elle soit rapide et brutale. Sinon, ça n'a pas de sens. Si on veut réussir à peu près à corriger la ville de 2050, ça commence demain, demain, voire même ce soir si possible. Donc c'est un vrai choix, c'est le vrai choix de prendre un virage. Donc c'est difficile de prendre un virage, le changement est toujours complexe. Pour autant, c'est une nécessité très claire, mais c'est aussi une opportunité. Ça, je veux le marquer de façon importante, notamment pour vous, professionnels ou futurs professionnels. Moi, c'est un choix que j'ai fait il y a 5 ans. J'ai décidé de ne plus travailler sur l'étalement urbain. Donc, je ne travaille plus. Voilà, on m'appelle et je refuse poliment. Donc, désolé, je ne fais plus. Voilà, c'est mon choix. Voilà, je mange plus de viande à midi non plus, mais peu importe. C'est mon choix personnel, je l'impose à personne, mais je ne joue plus à ça. Je suis spécialisé dans autre chose, c'est la fabrication de la ville sur la ville. Il se trouve qu'on n'est pas nombreux à faire ça, et il se trouve que de fait, j'ai beaucoup de travail. Donc c'est aussi un champ d'opportunité parce que à la fois il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de concurrents finalement, mais aussi c'est tellement plus passionnant. C'est des métiers de la transdisciplinarité, du dialogue, c'est aussi des nouveaux métiers qu'il faut inventer. Donc il y a la capacité derrière puisqu'on mise sur l'intelligence et plus sur le béton, c'est une autre matière grise. Il y a vraiment une capacité à s'épanouir, et puis c'est aussi une opportunité collective avec des modèles d'affaires, des business models qui sont à créer, de nouveaux marchés pour les entreprises, etc., etc., etc. Voilà, et puis tout simplement se dire que si demain il est nécessaire, il est impératif de faire une ville frugale, une ville de la proximité, une ville pour tous, une ville résiliente. En fait, c'est peut-être une nécessité environnementale, mais c'est de toute façon une ville qu'on a envie de vivre. Et in fine, c'est ça qui est important. Alors, pour ça, ce qu'on a besoin, c'est d'une triple prise de conscience. On a besoin à la fois que les professionnels se disent oui, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action, et finalement, c'est le moment d'être cohérent entre la façon dont je vis chez moi et la façon dont je travaille au bureau. C'est le moment où les élus doivent prendre conscience qu'ils doivent aussi montrer le cap, arrêter de dire des bêtises aussi, parfois, et finalement aussi prendre le risque de changer et de dire que la direction n'est pas la plus évidente, mais peut-être une direction un peu plus complexe. Et c'est le moment aux citoyens de soutenir ce mouvement-là, puisque chacun n'avancera, les deux autres n'avanceront que si les citoyens prennent conscience de tout ça. Voilà, j'ai été sans doute plus long que prévu. Je vous invite évidemment à lire le bouquin que vous pouvez commander sur le site, je pense. Voilà, il faudrait que je vérifie, mais que vous pouvez commander en librairie, y compris en Belgique. Par contre, il faut le faire rapidement. Et puis, surtout, je vous invite à vous inscrire à une newsletter qu'on publie tous les mois, où justement, on donne la parole aux pionniers. Et puis, on est on est vraiment preneur, pour le coup, de retour d'expérience, de retour d'expérience de ces pionniers-là, parce que voilà, c'est un projet de recherche là qu'on est en train d'initier pour les 2 années qui viennent, sur lequel on compte bien exploiter toutes les ressources et les initiatives qui sont prises en Belgique. Merci à vous, j'espère que voilà, tout le monde est encore là.